Les 1812 km du Qatar ont ouvert la saison 2025 du championnat du monde d'endurance vendredi dernier. Une épreuve qui a vu le triomphe en piste de Ferrari avec un triplé historique pour la marque italienne avec la victoire, on le rappelle, de la 499P numéro 50, pilotée par Niklas Nielsen, Antonio Fuoco, Miguel Molina, les derniers vainqueurs en date des 24 heures du Mans. Et plus que cette simple victoire, c'est la domination affichée par les LMH italienne qui a marqué cette première manche du championnat du monde d'endurance sur laquelle nous allons revenir dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Et pour cela, je serai avec Laurent Mercier et Thibaut Villemont, tout juste de retour du Qatar. Thibaut, tu étais présent sur place, Losail qui a vu donc un triplé qu'on peut qualifier d'historique, que Ferrari a même qualifié d'historique puisqu'il fallait remonter à 1972 pour voir la marque italienne signer un triplé en mondial avec ses voitures. Une vraie domination des 499P, Thibaut, sur laquelle nous allons revenir puisque certes Cadillac a un temps pointé en tête, mais on va voir très rapidement que ça a été très bref. Mais hormis cela, les Ferrari n'ont jamais quitté les avant-postes durant toute la course, le tout après une qualification déjà dominée par Antonio Giovinazzi et la numéro 51. Vous deux, bonjour à tous. Oui, je me remets gentiment de cette petite escapade au milieu de liste. Oui, comme tu disais, on a vu après le prologue, après les premiers essais libres, que Ferrari donnait vraiment la sensation de dominer son sujet, avec une BOP clairement plus favorable que l'année dernière. Ça c'est clair, avec je crois 37 kilos de gagné sur la balance, ou si je ne m'abuse, ou c'était assez de mémoire, c'était assez conséquent. Mais voilà, elles ont vraiment dominé leur sujet pendant toute la course. On peut même le voir, l'exemple le plus flagrant, même s'il y a eu des voitures de sécurité, ça reste la troisième place de la 51 qui arrive qui termine dans les échappements des deux voitures sœurs, alors que elle a pris 4 pénalités. Donc c'est un petit peu conséquent. Voilà, 38 kilos. J'étais en train de vérifier de moins que l'année dernière pour la Ferrari, c'est quand même très conséquent, avec une perte seulement de 2 kW en dessous de 250. C'était relativement attendu. On s'attendait vraiment à ce que les 499P règnent sur ce circuit. En plus, même si l'année dernière, les Italiens ont fait beaucoup de progrès sur la dégradation des pneumatiques, c'est un circuit qui dégrade pas du tout, qui est très très plat sur le papier, qui est fait pour la Ferrari, mais comme on le verra, qui était sur le papier aussi fait pour la Porsche. Triplé Ferrari, honnêtement, il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match, Thibaut, dès les qualifs, on le disait, et dès le début de course, on a même vu les deux Ferrari officiels aller à la bagarre, dès les premiers mètres, avec un Niklas Nielsen qui a bondi de la 3e place sur la grille pour venir un peu mettre son grain de sel pour la première place. Et après, ça a été un petit peu le déroulé quasi sans faute pour Ferrari. Un temps menacé par la bonne stratégie de Cadillac, qui avait semblé pouvoir prolonger ses relais et qui du coup, à la faveur d'une neutralisation, a pu passer devant. On va encore une fois y revenir, pas pour très longtemps. Mais hormis ça, Thibaut, on a senti que personne ne pouvait venir chercher les 499P, puisqu'ensuite c'est même la numéro 83 privée entre gros guillemets de AF Corse, avec notamment un très bon Phil Hanson en milieu de course, qui a un temps dominé et qui a presque menacé les voitures officielles pour la victoire. Non, bien sûr. Après, de toute façon, on peut prendre quasiment tous les classements. Ferrari est devant, les meilleures moyennes, les meilleurs tours en course. Alors après, c'est facile. En plus, on est obligé de prendre en considération. On sait que la BOP derrière va mettre son petit grain de sel pour les courses à venir. Et quand vous êtes devant, forcément, vous pouvez contrôler un petit peu plus. Ils ont maîtrisé cette course de la tête et des épaules. Il y a rien à dire. Et même si effectivement, il y a eu cette petit intermède Cadillac qui est aussi lié à une bonne dose de réussite, même si avec les interventions de la sécurité et cette habilité qu'ils ont vraiment à très très rarement faire d'erreurs sur le plan stratégique, Toyota à un moment s'est retrouvé juste derrière, en profitant notamment des erreurs du clan italien. Non, il n'y avait pas Ferrari et dès la veille, on a eu un point presse avec Thomas Laudenbach, pardon, pas la veille, le matin même de la course, Thomas Laudenbach, le vice-président de Porsche Motorsport, qui nous disait clairement ce week-end Ferrari est dans une autre division et ça s'est confirmé clairement durant la course. Le clan italien, Thibaut, a annoncé que le championnat
était une priorité. Alors bon, ça c'est les mots sur le papier. On sait que la victoire aux 24 heures du Mans sera évidemment un des objectifs, sinon l'objectif majeur pour tout engagé en championnat du monde. Est-ce que selon toi, cette image d'une Ferrari dominatrice ici sur le circuit de Losail, c'est une image qu'on risque de retrouver à plusieurs moments cette saison où il faut laisser Losail vraiment en tant que tel? Si on en croit les nouveaux critères de BOP, il y a un article en gestation qui devrait tomber d'ici demain ou après-demain. Les instances dirigeantes aujourd'hui ont un objectif de 100% de convergence. Jusque-là, ils souhaitaient que toutes les voitures soient dans une certaine fenêtre pour essayer de les rapprocher au maximum. Ils parlaient de potentiel de performance. Et derrière, dans cette fenêtre qui était de plus ou moins 0,2% de mémoire, c'était à eux, aux concurrents, d'être en haut de la fenêtre, comme ils le souhaitaient. Mais une fois qu'ils étaient dans cette fenêtre, globalement, ils n'étaient plus trop touchés. Maintenant, l'objectif, il est différent. Il est de 100% de convergence. Ça veut dire qu'il faut que toutes les voitures soient en mesure de faire le même chrono. Donc, si on s'en tient à ça, logiquement, j'ai envie de te répondre non. J'ai envie de te répondre que lors des prochaines courses, la Ferrari a tellement dominé. Encore une fois, les 3 meilleurs tours en course, c'est Ferrari. Meilleure moyenne des 5 meilleurs tours, c'est Ferrari. Meilleure moyenne des 10 meilleurs tours, c'est Ferrari. Bon, je suis désolé, si c'est ça, ça veut dire que dès la prochaine manche, même si la BOP est calculée sur les 3 dernières courses, donc il s'avère que pour Losail, c'était Austin-Fuji-Bahreïn de 2024, et là pour Imola, ça va être Fuji, Bahreïn et Qatar, et Losail. Donc, en toute logique, à Imola, en tous les cas, l'avantage des Ferrari sera clairement moindre, vu comment elles ont surclassé la concurrence. Même s'il faut se méfier d'une chose, c'est que maintenant, les instances dirigeantes se fient aux 10%, aux 10 meilleurs tours en course et aux 60% des meilleurs tours en course. Et là, ça englobe beaucoup plus. Et à ce jeu-là, on sait que, par exemple, une voiture comme la Toyota qui dégrade moins est forcément un petit peu mieux placée. Donc bon, tout ça, c'est autant de critères qu'il va falloir prendre en considération. Mais pour répondre juste comme ça à ta question, non, en toute logique, lors des courses à venir, il n'y a pas de raison que la domination de Ferrari soit telle. Et surtout, il ne faut surtout pas l'espérer parce que, en tous les cas, au moment où on se parle, 100% de convergence, on en est globalement très loin parce qu'on a vu des écarts qui étaient plus conséquents que par le passé. Laurent, je passe à toi. La quatrième place, la meilleure des autres, si on peut l'appeler comme ça, revient à Team WRT et à la BMW M Hybrid V8 numéro 15 avec notamment le, entre gros guillemets, débutant Kevin Magnussen, associé à Dries Vantore et Raffaele Marcello. L'équipe belge a progressé en fin de saison de façon assez nette avec sa LMDH. Et cette quatrième place décrochée donc entre les Ferrari et les Toyota est une première belle récompense pour l'équipe de Vincent Voss après des débuts l'an dernier qui avaient été loin du compte. Salut à vous. Oui, oui, loin du compte. Maintenant, bon, je pense qu'on connaît suffisamment la musique du côté de chez WRT. La fin de saison était positive. Je pense qu'on a remis un coup de collier aussi sur le programme IMSA avec BMW et Motorsport. On l'a vu à Daytona. Et oui, tu finis avec quoi? À 10 secondes derrière les 3 Ferrari qui étaient. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Thibaut, il n'y a rien à rajouter de plus, à part que Ferrari était intouchable, que tu peux même prendre des pénalités et compagnie et te battre pour la victoire, ce qui n'est pas forcément facile à comprendre. Ce que je vais mettre en avant, je me dis, si aujourd'hui je suis passionné d'endurance, fan d'endurance, que je regarde à la télé, j'ai un peu de mal à comprendre, j'ai un peu de mal à faire expliquer aux gens comment est-ce que tu veux expliquer que Porsche qui fait un triplé l'année passée, certes avec la voiture de Jota qui s'était immiscée entre les deux voitures officielles, qui avait dominé, qui fait un triplé l'année passée avec la même voiture cette année, avec, on va dire, quasiment les mêmes pilotes, et même ceux qui viennent sont suffisamment solides. Comment est-ce que ces voitures-là sont limite, sont limite hors des points, si on accepte la numéro 5 qui termine 10e, et que Porsche, qui était flamboyant l'année passée, même si, bon, c'est que du côté de chez BMW, de chez Alpine, on a un joker, ok, d'accord, mais c'est pas une révolution. Oui, je pense aussi, il y a un petit joker, mais ça explique pas le déficit. Et ça, voilà, ça explique pas le déficit. Et comment est-ce que tu fais expliquer ça aux gens? En fait, l'an dernier, Porsche fait un triplé, ok, très bien. Tu reviens l'année d'après, tu mets pas un pied devant l'autre. Et Ferrari, tu as l'impression que tu avais Ferrari et sur une autre planète. Et Toyota arrive à faire quelque chose parce que Toyota, une fois de plus, en termes d'exploitation, c'est un sans faute et ça reste l'équipe et le constructeur de référence, quoi qu'on en dise, sur toutes les décisions prises. Mais à côté de ça, moi, je me dis, mais comment est-ce qu'on explique ça en fait au lecteur?
Et là, Bah, ce que tu me dis, la seule explication qu'on a, excuse-moi Laurent, je te coupe, c'est effectivement cette BOP parce que alors je veux bien qu'on découvre son package, je veux bien qu'on le fasse améliorer, mais voilà, encore une fois, les chiffres ils sont criants. On a Ferrari qui perd 38 kilos, on a Porsche, ils en prennent 26. Et au final, Ferrari culmine avec un poids de 1037 kilos contre 1064 à Porsche, et Porsche a au final à 508 kilowatts contre 500 à Ferrari. Alors oui, il n'y a pas que ces critères qui sont pris en considération par la COLFIA. Mais oui, enfin, le gap, il est là. On sait très bien que l'écart, il est là. Comme tu as raison, l'année dernière, Porsche fait un triplé et est intouchable. Et comme tu disais, Laurent, il y a la 51 qui termine troisième, prend 4 pénalités. bah, 4 pénalités et tu finis troisième à quoi? À 2 secondes 6 de la victoire. Et donc moi, je ne me place pas dans la peau d'un journaliste, je me place dans la peau de quelqu'un qui a pris son vendredi ou qui regarde une course de 10 heures et qui voit ça. Donc après, l'année dernière, tout le monde te disait, évidemment, au Qatar, bah ouais, les fans de Porsche te disent, ouais, enfin les anti-Porsche, on va dire, te disent, ouais, mais la Porsche était avantagée. Et là, on te dit, un an après, on te dit, bah ouais, mais les Porsche, elles sont inexistantes. Donc enfin, je veux dire, d'un point de vue factuel, t'expliques ça comment? Je veux dire, c'était quoi, Thibaut, toi qui étais là-bas? On dit quoi chez Ferrari, à part qu'on a travaillé cet hiver, le management, il dit quoi après l'arrivée? Ah bah, il parle pas à la presse. Ah, il parle pas à la presse. Donc, ah, Ouais, d'accord. Donc, désolé, tu parles pas à la presse. Ah, je ok. voulais pas en parler, j'ai envie de mettre un carton rouge. J'ai Ok. envie de mettre un carton rouge, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans, comme il y a 2 ans à Monza. Alors, les 2 ans à Monza, c'était lié au fait qu'ils n'étaient pas contents du résultat. On paye des billets pour faire suivre la course aux gens, pour donner des explications, et ils refusent de parler à la presse après l'arrivée. Alors, attends, Voilà. Oui, t'es en train de me dire que le constructeur qui fait un triplé ne parle pas à la presse après l'arrivée? les pilotes peuvent parler à la presse, parce que de toute façon, Ouais, les mais le pilotes, management. ils n'ont pas le choix. Par contre, on a eu accès à personne du management après l'arrivée. Ok. Personne. Parce que l'arrivée est à minuit. Bon, apparemment, une arrivée à minuit n'a pas empêché un David Foury de parler à la presse à 1 h du matin passé. On a pu avoir accès à Ars Curatel, on a pu avoir accès à Vincent Voss, on a pu avoir accès à Philippe Sino et Bruno Fama. On a pu avoir accès à tout le monde, sauf hélas au team vainqueur qui n'a pas souhaité s'exprimer parce que c'était trop tard. Ah, d'accord. On nous a demandé de nous pencher sur le communiqué de presse qui serait envoyé le lendemain matin. J'ai de la chance, je ne bosse pas pour un quotidien, mais je me mets à la place des quotidiens qui sont encore dans le timing de bouclage. Voilà, excusez-moi, petit aparté, mais bon, je suis obligé de te répondre. Qu'est-ce qu'ils disent après l'arrivée? Bah, je ne sais pas. Ok. Ouais, donc bon, ok. Non, Donc, officiellement, donc, après donc, depuis des semaines. Thibaut, j'ai quand même un peu l'impression que tous les ans, en début de saison, en fait, tout le monde est un petit peu tout feu, tout flamme, mais j'ai l'impression qu'on revoit un peu le système de BOP chaque année, en fait. Oui, il est revu, effectivement. Alors, il est pas révolutionné, il subit une évolution. Mais oui, cette année, l'année dernière, de mémoire, il se basait sur, après Le Mans, ils avaient opté pour ce système de se baser sur les 3 dernières courses et sur les 20% des meilleurs tours en course, si je me souviens bien. Et maintenant, on passe à 60%, ce qui, par exemple, aujourd'hui, élimine tous les paramètres de performance de second ordre. Donc, ce qu'on disait, à savoir notamment ce qui est de la gradation pneumatique. Aujourd'hui, Toyota arrivait à faire la différence par rapport à ça. Et aujourd'hui, cette différence est totalement annulée puisqu'on prend en compte 60% des meilleurs tours en course, ce qui est absolument colossal et qui prend bien évidemment en compte la dégradation des pneumatiques. Ça devient quand même compliqué à faire comprendre au lecteur, hein. Non, mais globalement, ouais, globalement, en fait, faut se dire que, comme je disais, l'objectif aujourd'hui est une convergence à 100%. En plus, c'est un petit peu dur parce qu'en plus, la première fois où ce système est mis en application, c'est sur un circuit qui, honnêtement, n'est pas le plus excitant de l'année. C'est un circuit à la base qui est fait pour la moto. C'est un circuit où il n'y a absolument aucune incertitude au niveau de la météo, même si je reconnais qu'on a eu un petit peu de pluie lors de la troisième séance d'essai libre la veille. C'est un Et circuit où qu'il il a n'y a fait froid. aucune dégradation pneumatique et où compliqué et où doubler est excessivement compliqué. Donc en fait, globalement, si vous n'avez pas une voiture qui est perfo, vous êtes marron. Et on peut prendre un exemple, hein. On peut parler de Toyota 150 ans. Brandon Hartley, qui a excusez-moi, encore passé à côté de sa qualification avec 2 erreurs, contraint Sébastien Buemi à partir depuis la 18e place sur la grille. Et je crois que je me souviens bien, Sébastien Buemi fait 2 relais derrière la Peugeot d'Oli Duval, impossible de dépasser. Hein. Or, même si la Toyota n'était clairement pas la voiture la plus performante au Qatar, elle était quand même plus performante que la Peugeot.
Donc après, ils ont une voiture qui est lourde. Elle fait 1064 kg, c'est la plus lourde avec la Porsche. A contrario, on a une Peugeot qui en fait 1031. La Toyota a 503 kW de puissance en dessous de 250 km/h, là où la Peugeot est à 520. Bon, bah, cherchez pas. Ouais. Le pauvre Sébastien Buemi, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé l'année dernière à Imola, à savoir impossible de dépasser qui que ce soit de par les chiffres de BOP. En plus, ce circuit de Losail ne se prête pas entre guillemets au spectacle, et donc ça a été tous ces facteurs ont été exacerbés par la nature du tracé et du revêtement. Messieurs, on a fait le tour du top 5, top 6, puisqu'on a évoqué le cas de Toyota. Thibaut, je te propose de passer à ce qui est sans doute la plus grosse déception du week-end, Cadillac. Cadillac qui a pédalé dans la semoule. Je ne sais pas si on peut prendre cette expression. Les deux V-Series.R qui étaient passés en tête à la faveur d'une neutralisation et d'un arrêt au stand gratuit en début de course, à la deuxième heure. Mais ensuite, la relance a été marquée par le contact entre Alex Lynn et Jenson Button, et à partir de là, ça a été très compliqué pour les Cadillac, même si la numéro 12 est finalement remontée au 8e rang derrière les BMW et les Toyota. Mais la numéro 38, elle, a été freinée par un souci d'accélérateur. Et donc le résultat final est bien en deçà des attentes et de ce que potentiellement les voitures avaient montré en début de course. Que dire. Le débriefing d'après-course a dû être... Ouais. Que dire, c'était clairement le principal rival de Ferrari. Donc ça, en plus, la course a été malheureusement entachée aussi par ça. C'est pour ça que de l'extérieur, j'étais vraiment en colère, déçu, tout ce que vous voulez. Cadillac était vraiment le principal rival. Les pilotes sont satisfaits. Alors, il y a plein de choses à faire. Attention, il faut que les deux entités apprennent à travailler ensemble. On en discutait avec Norman Nato à l'arrivée. Il y a pour l'instant, oui, ils sont pas au niveau des meilleurs, et c'est bien normal. Par contre, la voiture était là en perf. Vraiment, elle était là. Donc, c'est excessivement frustrant ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose qu'ils vont devoir apprendre à gérer, parce que jusque-là, ils n'ont pas eu trop ce souci. En fait, Jota, globalement, l'année dernière, on va pas se mentir, la numéro 12 a toujours été au-dessus de la numéro 38. Avant, ils avaient qu'une auto. Et là, ils se retrouvent avec deux autos qui ont globalement le même potentiel. On a peut-être un Jenson Button qui est un petit peu en deçà de ses équipiers, mais sinon, on a une voiture qui est quand même dotée. Les deux autos sont dotées d'un gros potentiel. On l'a vu en qualif avec cette lutte entre Alex Lynn et Sébastien Bourdet, qui étaient très proches l'un de l'autre. Ce qui s'est passé, c'est impardonnable à ce niveau, je l'estime, mais j'espère que les connaissants, ils vont en tirer les enseignements. Ils se retrouvent au gré des arrêts, des interventions de la sécurité et de la stratégie, et puis en plus, après un petit souci qu'ils ont connu, je crois, c'était peut-être une crevaison sur une des voitures, ils se retrouvent avec les deux voitures en tête. Alex Lynn, sous le régime de voiture de sécurité, il est obsédé par une chose, c'est prendre l'avantage sur Jenson Button. Oui, on l'a même entendu à la radio. Oui, on l'a même entendu à la radio où son ingénieur lui demande de se calmer. On est en début de course, on est à la première course de la saison. C'est pas là qu'il gagne la course en plus, quoi. Évidemment, et t'es obsédé par ça. Il y a un moment, je suis désolé, Alex Lynn, c'est un super pilote, il n'y a pas de problème, mais c'est aussi parce que les pilotes souvent ont tendance à nous dire, moi quand je mets le casque, j'ai pas la place, je retire le cerveau. Et les mecs, c'est tous des compétiteurs, très bien. Maintenant, quand c'est votre équipier devant, quand vous êtes 1 et 2, je suis désolé, que vous savez qu'en plus, vous pouvez marquer des gros points, c'est impardonnable. Mais c'est aussi à l'équipe de lui dire, oh, Coco, tu te calmes, c'est hors de question. L'objectif là à la relance, c'est pas de sauter devant la voiture sœur et devant Jenson Button, c'est de continuer, essayer de conserver ces deux positions. Et après voilà. Et puis en plus, honnêtement, on va pas se mentir, avec tout le respect que j'ai pour Jenson Button. Aujourd'hui, Jenson Button en perf pur, il est pas au niveau d'Alex Lynn. Donc s'il avait voulu doubler après, il l'aurait doublé après. Donc voilà. Moi, la faute, Alex Lynn, il était dans l'aileron de Jenson Button, ça va à rien. Et Jenson, en fait, ça l'a un petit peu agacé. Et c'est vrai qu'à la relance, en fait, il accélère, il freine. Et derrière, Alex Lynn, qui a qu'une envie, c'est de le dépasser, et il le tape. Donc, la faute, j'ai pas envie de la mettre à 100% sur Alex Lynn. Mais il y a un moment, j'estime aussi que c'est à l'équipe de leur dire, c'est pas le moment. C'est pas le moment d'aller essayer de dépasser ton équipier. Donc, tu te calmes. La relance, votre seul objectif, c'est de garder les autres derrière et de passer. Voilà. Donc, c'est très décevant au niveau du scénario de la course parce qu'encore une fois, même si BM
en perf pure sur un tour semblait bien, et ils l'ont prouvé encore en qualif. On a un Dries Vanthoor qui est l'exemple même que, eh ben non, le poids ne fait pas tout, c'est pas parce qu'il était plus léger que les autres qu'il était plus rapide. Sur un tour, cet homme est stratosphérique. Il va très vite, il y a aussi le revers de la médaille parfois, là, on a pu le voir à Daytona, mais c'est aussi lui qui permet à BMW d'être dans ces positions. Et je pense que, je suis désolé, je fais une petite aparté, qu'il y a certains de ses équipiers qui vont devoir hausser leur niveau de jeu s'ils veulent que BMW brille, parce qu'on a vu Dries Vanthoor semblant quand même un petit peu au-dessus des autres. Pour y revenir, Cadillac était le principal challenger de Ferrari, et ça a été un fait de course majeur. Et à partir de ce moment-là, bah pour le coup, oui, c'est boulevard pour Ferrari. Boulevard pour Ferrari. J'ai l'impression que Alex Lynn, oui, est le coupable principal et le coupable facile. Jenson n'a peut-être pas été irréprochable, il n'a peut-être pas besoin de faire ça. Et en même temps, c'est aussi à l'équipe de calmer ses pilotes. Et c'est une équipe fantastique. J'ai une admiration incroyable pour eux et j'espère vraiment, ils méritaient d'avoir un programme officiel. J'espère vraiment que ça va marcher et ça va marcher. J'en suis convaincu. Maintenant, écoutez, on va dire, allez, c'est piqûre de rappel, c'est la première de la saison. Ce qui est frustrant, c'est que dans ce championnat, il n'y a que 8 courses. Que cette course, elle était à coefficient multiple. Il y avait plus de 25 points à aller chercher et qui repartent 38. avec 9 points de mémoire. Ouais. Et ils auraient dû repartir avec beaucoup plus. Et maintenant, va falloir cravacher pour les rattraper. Or, on espérait que c'était quand même une des équipes un des constructeurs qui allait se mêler à la lutte pour le titre. Donc, espérons surtout que la leçon sera retenue. Ce dont je ne doute vraiment pas du tout, connaissant le professionnalisme de l'équipe, et que ce qui est sûr, c'est que ça ne se reproduira pas. Mais surtout, dans un championnat comme ça, par pitié, enfin, je me répète, mais à ce moment-là de la course, quand on a 2 voitures, on ne joue pas à ça. Comme tu dis, hein, le classement est sans appel. 66 points pour Ferrari, si on parle des constructeurs, évidemment. 9 points pour Cadillac. Et ben voilà. Ça, 57 points d'écart après une course, ça ferait vraiment mal. Et là, Ferrari a fait vraiment le trou, puisque même face à BM. Encore une fois, la façon de calculer les points a été modifiée, je vous rappelle, puisque cette année, c'est enfin les 2 voitures qui marquent, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc, un gros score, on sait que Le Mans, c'est coefficient double. Entre guillemets, rien n'est perdu. Mais j'espère vraiment qu'ils ne vont pas regretter ça en fin de saison, parce que en plus, avec une règle de BOP et la faction dont fonctionne Endurance aujourd'hui, il faut maximiser ses points sur les circuits qui sont favorables. Et en l'occurrence, Losail, cette épreuve était une épreuve qui était favorable à Cadillac. Est-ce qu'il serait allé chercher Ferrari? Non, j'y crois pas. Par contre, j'ai la sensation d'extérieur que c'était vraiment le concurrent numéro 1 de Ferrari au Qatar. Pour moi, le petit bémol chez BM, je suis désolé, je ne veux pas taper sur un Marcello, tu regardes toutes les moyennes ou quoi, Driss, il leur met une branlée. Et encore en qualif, je suis désolé, en qualif, c'est la preuve même qu'en qualif, c'est tout le monde au même poids. Et Driss, il est fort, il est pas que léger. Il n'est pas que léger. Alors, il y a le revers de la médaille, il fait des petites conneries. Il y a un petit truc qu'on a peut-être oublié chez Porsche, c'est que la course n'a pas été parfaite, ils ont eu des crevaisons et un problème de suspension. Mais derrière, le Driss, voilà. Et moi, le petit bémol chez BM, c'est que honnêtement, il y a des pilotes qui sont pas, il y a des pilotes qui sont, à mes yeux, qui sont pas au niveau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tu vois, je regarde les moyennes des 60% de meilleurs tours en course. Putain, Marcello, il est aux fraises. Tu vois, moyenne des 60% de meilleurs tours en course. Alors, il y a aussi, effectivement, les moments 60% de meilleurs tours en course pour Dries Vanthoor. Il est en 1,43,1. OK? Marcello, il est en 1,43,5. Il prend 4 dixièmes aux 60% de meilleurs tours en course. C'est quand même beaucoup à voiture égale. Et tu as Sheldon qui est pas mal. Sheldon, il est pas mal. Et après, tu as Franz. Mais Driss, honnêtement, en perf pur, enfin, après, vous le connaissez mieux que moi et vous me le dites depuis des années. Et je me souviens, je crois que c'est Laurent qui m'avait dit, pour moi, il est même plus talentueux que Lorenz. Après, il faut juste qu'il se calme sur certains points. Mais bon, bref, voilà. Messieurs, on va passer dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, au clan français, avec une seule voiture tricolore dans le top 10 de cette première manche du championnat du monde d'endurance. Laurent, c'est la Peugeot 9X8 numéro 93 de Jean-Éric Vergne, Michael Jensen et Paul Di Resta. Peugeot l'an dernier avait été très fort avec l'ancienne version de la 9X8 sur cette course, malheureusement sans concrétiser. On avait vu des progrès de la 9X8 avec notamment des très belles gestions de pneus sur les dernières manches 2024. Bon là, ça n'a pas été de la même facture pour le constructeur au Lyon. C'est un petit peu comme l'année passée. Comme l'a dit Thibaut, on en a quand même vu notamment Loïc Duval sur un relais où ça s'est un petit peu frictionné, mais c'est sûr que les 908 sont restés c'est un petit peu resté dans le rang. Il y a eu une petite percée à un moment, mais bon, j'ai pas l'impression, je sais pas Thibaut ce que toi t'en penses, mais j'ai pas l'impression que
Enfin, de toute façon, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une révolution, peut-être plus à une évolution qu'à une révolution, mais ça commence à faire un petit peu, enfin, ça commence à faire un petit peu beaucoup. On a pu voir que Malte Jacobsen fait le job pour ses débuts. C'est une première, donc on ne peut pas non plus lui demander tout et n'importe quoi, mais on a un clan français qui est resté un petit peu en dedans. Pour rebondir, en fait, c'est un petit peu. Alors, il y a une petite évolution au niveau de la suspension avant. Un joker qui a été utilisé par Peugeot. Loïc Duval nous a clairement dit qu'ils allaient dans la bonne direction, que c'était mieux. Maintenant, regardez la fin de saison 2024 à Fuji. Je crois qu'ils font quatrième ou quatrième, je crois, oui, quatrième. À Bahreïn, ils font troisième. En fait, Peugeot a réussi à s'en sortir. C'est ce qu'on disait et c'est ce qui est un petit peu frustrant sur certaines choses maintenant avec cette nouvelle BOP. Ils ont réussi à se sortir grâce à la stratégie. À savoir qu'ils ont réussi à conserver des pneus. Ils ont essayé de conserver un maximum de trains de pneus neufs pour l'arrivée en se disant peut-être qu'il y aura une voiture de sécurité ou tout ça. En fait, ils ont maximisé leur potentiel grâce à la stratégie. Et comme nous le disait Jean-Marc Finot à l'arrivée, comme on le disait tout à l'heure, sur un circuit de Lausanne où il n'y a aucune incertitude sur la météo, où il n'y a pas de dégradation pneumatique et où c'est impossible de doubler, c'est pas possible de faire ça. Donc en fait, vous n'êtes pas dans le coup, vous n'êtes pas dans le coup. Vous êtes condamné, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous vous en sortirez pas. Donc, hélas, Peugeot a un petit peu payé ça. Et c'est un peu les opportunités stratégiques qu'ils ont eues sur les dernières courses de 2024, ils ne les ont pas eues ici. Honnêtement, le rythme de Peugeot sur les longs relais, il n'était pas si débile. Hein. Il n'était pas si débile. C'est pas le mot débile, excusez-moi. Mais là, vous voyez, je regarde encore une fois, 60% de meilleurs tours en course. Stoffel Van Dorn, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. C'est pas totalement ridicule. Par contre, il leur en manque clairement sur un tour. Et aujourd'hui, comme on disait, c'est compliqué de doubler. Et la position sur la grille est de plus en plus primordiale. Parce que des fois, le retard pris ne se rattrape pas et vous n'arrivez pas à doubler. Derrière, la bonne nouvelle pour Peugeot, je suis désolé, hein, ils ne sont pas dans le groupe de devant, on ne va pas se mentir. C'est cette nouvelle BOP avec 100% de convergence. Voilà, pour eux, c'est super béni. Parce que pour eux, logiquement, 100% de convergence, à terme, on va la ramener au niveau des autres. Donc, l'un dans l'autre, peut-être qu'on va voir la 9X8 se battre pour la victoire. Alors oui, avec une BOP beaucoup plus avantageuse que certaines de ses rivales, comme la Toyota, comme la Porsche, vraisemblablement aussi comme la Ferrari ou la Cadillac. Mais la BOP va peut-être les remettre dans le jeu. En tous les cas, j'ai l'impression que c'est l'idée de la BOP, puisqu'aujourd'hui, avec cette nouvelle BOP qui veut absolument faire du 100% de convergence, le seul truc qui fera la différence, c'est les stratégies. L'un dans l'autre, en fait, la situation de Peugeot n'est peut-être pas si désespérée que ça, même si évidemment le résultat ne correspondait pas aux attentes de ce qu'on a pu voir. C'est peut-être pas si catastrophique et il faudra voir ce qui se passe sur les prochaines manches. Après, est-ce que c'est une bonne idée en fait que systématiquement cette BOP te remette dans le droit chemin? Je dis pas que c'est une bonne idée. Moi, tu me demandes mon avis. En fait, je suis partagé sur la question. Tu me demandes mon avis, qu'est-ce que tu en penses? Je déteste la BOP. C'est contraire à tous les fondamentaux du sport auto, selon moi. Il n'y a plus de place à l'ingénierie, il n'y a plus de place à tout ça. Par contre, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez vu le nombre de constructeurs qu'il y a sur la grille? Oui, la réponse, elle est là. La réponse, elle est là. Moi, ce qui me chagrine plus, c'est quand les règles changent en cours de jeu. Ça me chagrine davantage. Parce que j'aimerais parfois qu'on puisse dire, il y en a qui me disent, attends Thibaut, les constructeurs, ils ont signé en connaissance de cause. Oui, après le règlement, depuis, il a un petit peu changé. Mais en revanche, je ne peux pas leur donner tort. Je peux pas leur donner tort. Vous avez vu la grille qu'il y a? L'année prochaine, il y a Genesis qui arrive, et en 2 ans, il y a Ford et McLaren. Dans l'histoire du sport auto, c'est inédit, tout championnat confondu. Jamais on avait vu ça, jamais. Il y a du pour, il y a du contre. Maintenant, aujourd'hui, la CO et la FIA, leur but, c'est de faire marcher un championnat, et les constructeurs, ils sont là. Maintenant, oui, il y a peut-être un moment où il y en a qui sont très à cheval sur les valeurs du sport, qui sont très à cheval sur l'apport technologique et les enseignements qu'on peut apprendre pour les voitures de série, qui vont peut-être aller voir ailleurs parce que ça ne correspond plus à leurs valeurs. Mais en tous les cas, aujourd'hui, tous les constructeurs répondent présent. Et pourquoi McLaren y viennent? Pourquoi McLaren y viennent? Mais tout simplement parce que de toute façon, ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix parce que tous leurs rivaux sur le marché de la voiture de série, ils sont présents. Il y a Ferrari, il y a Porsche, il y a Aston Martin, mais ils sont où McLaren? Voilà, au final, ils viennent. Donc bon, voilà, moi, comme tu me dis c'est bon ou pas bon. Je n'aime pas la BOP, clairement pas. Maintenant, aujourd'hui, il s'avère que le règlement qui a été édité, il ramène les constructeurs. Après, il est changé tous les ans. Il est de plus en plus restrictif. Et voilà, aujourd'hui, on ne va pas se mentir. À l'avenir, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la stratégie, c'est les pilotes. C'est tout. C'est tout. C'est même pas. Et le problème, c'est que la stratégie, elle va même être limitée, puisque la dégradation des pneumatiques, même s'ils ne prennent pas en compte 100% des tours, bien évidemment, ils prennent en compte 60% des meilleurs tours en course.
bah ça va être effacé. Donc voilà, c'est juste un autre type de sport en fait. Il faut juste se mettre dans cette position, c'est juste un autre type de sport. Mais encore une fois, en tous les cas, la qualité du plateau, là, on dit toujours que la réponse, c'est les concurrents qui la donnent. Vous voulez que je vous dise quoi? Que les concurrents sont tous satisfaits de ce qui se trame en coulisses et de la façon de calculer la BOP? Non. En tous les cas, ils sont tous là. Bah, en fait, hélas, je suis désolé, mais c'est ce qui compte. Le deuxième constructeur français, Thibaut, dont on attendait sans doute beaucoup plus au vu de la fin de saison, c'est Alpine avec les deux A424 qui terminent 13e et 14e. Difficile course pour les voitures. On a vu pourtant Ferdinand Habsburg très bon dans les conditions les plus chaudes de la course, en début de course, donc, qui remontait même 3e. Mais après, il y a eu quelques erreurs d'un côté. Peut-être aussi que la baisse des températures n'a pas forcément aidé le clan français. C'est aussi une déception dans cette première manche de l'année 2025. Oui, clairement, on parlait de Peugeot. Moi, j'ai été plus déçu par Alpine. Alors, ils vont analyser tout ça, hein. Comme tu disais, très bonne entame de course, notamment avec un Ferdinand Habsburg qui est rentré dans un espèce de cercle vertueux. Je pense qu'il a réussi à mettre bien ses pneus en température lors des tours de lancement. Il a fait un envol absolument fantastique, bravo à lui. Il s'est même, après, avec les petits soucis de Magnussen à la relance, il a même réussi à se hisser dans le tiercé de tête. Donc ça, c'était très chouette. Après oui, quand les Mako a fait un températures très ont beau baissé, début de course aussi. Ouais, les deux autos ont fait un très beau début de course. Et après, quand les températures ont un petit peu chuté, ça a été plus compliqué. La 36 a été encore plus impactée que la 35. Et ça, en tous les cas, après la course, ils ne l'expliquaient pas. Ils vont travailler. Ce qui est sûr, c'est qu'en tous les cas, Alpine a beaucoup travaillé durant l'hiver. Et là, ils sont encore au Qatar, hein, aujourd'hui avec Michelin pour des séances d'essais pneus pour 2026. Ils vont après se rendre en Italie pour des essais avant Imola. Ils sont passés sur le Seven Ring Points là pour un petit peu travailler leur légion au sol, qui était un point faible, hein, l'année dernière. Ils ne se sont jamais cachés. On a pu le voir à Imola où ils ont été quand même en délicatesse. Ils ont bossé, ça va payer. Il y a aucun souci. Donc il n'y a pas de Disons qu'il n'y a pas de sonnette d'alarme à tirer. Par contre, c'est vrai que sur le papier, ce circuit ne devait pas trop mal leur convenir, hein, de par les critères énumérés précédemment. Ils avaient fait une bonne entame de programme l'année dernière pour la première course de la voiture, et on en attendait clairement mieux après le prologue. Voilà. Après, on a pu voir, en fait, au fur et à mesure où on a avancé dans la semaine, on les sentait de moins en moins enseignants, et ça s'est vérifié en course. Le potentiel, il est là, il n'y a pas de souci. Les pilotes ont globalement tous fait du bon boulot. Il y a cette petite erreur peut-être de Charles Milesi qui s'attendait certainement pas. Je crois que c'était avec une BMW, hein, qui se battait à ce moment-là, où il passe entre deux GT et une BMW qui passe à l'extérieur. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que la BMW passe à l'extérieur, et ce qui a fait un petit peu peut-être dévier le pilote de la GT qui est entre les deux. Voilà, une petite erreur. Honnêtement, il n'est pas coutumier du fait, on ne peut pas le blâmer. Ça a fait perdre du temps à l'équipe, crevaison. Il y a eu une suspicion aussi de crevaison qui a entraîné un arrêt prématuré sur la 35, alors que justement, après la bonne entame de course de Ferdinand Habsburg. Voilà, décevant. Je dirais décevant, mais pas alarmant. Je pense toujours qu'Alpine sera un des outsiders de cette saison. Moi, comme ça, après cette première course, je pense que Ferrari, Toyota et BMW, et Porsche sont toujours vraiment les références. Mais avec ce nouveau système de BOP et tout ça, et vu ce qu'ils ont montré, je pense que Alpine va être un des acteurs à suivre en 2025. Pour conclure cette catégorie hypercar, Laurent, on va passer à Aston Martin Thor Team, la grande nouveauté de cette saison avec cette Valkyrie et son moteur V12 que vous plébiscitez. Quel pied! Quel pied au niveau sonore et au niveau sensation. Bon, par contre, Laurent, la première course des Valkyries n'a pas été de tout repos. On a vu un peu de tout sur ces voitures, et une seule 17e place, mais à plus de 20 tours des vainqueurs. L'entame a été compliquée dans le clan britannique. Ça a déjà été mieux que la MR1, non? Allez, Et vraiment, alors, pareil. Non, non, mais à un moment, c'est la dernière fois que Aston est venu dans la catégorie Rennes, ça a quand même été un vrai fiasco. Là, c'est sûr que le bruit, nous, on n'était pas sur place, mais même quand tu regardais génial. Honnêtement, les mecs, c'est un pied. C'est super. Non, Moi, parce que je suis désolé, je te coupe un peu, c'est très impoli, mais honnêtement, j'avais peur parce que le régime moteur a été baissé par rapport à la voiture de série et tout, mais c'est génial. Vraiment, on va se régaler au moins. Mais le truc, c'est que même quand tu regardais regardes la diffusion télé, en fait, quand tu avais les micros, quand les voitures passaient, et même quand tu voyais d'autres voitures, tu entendais toujours le son de la Stone derrière et tout. Maintenant, le reste, bon, qu'est-ce que tu veux? Il y a eu un problème de portière, notamment. C'est une première. Problème de transmission, hein, sur la 007.
Ouais, qui a abandonné, qui a dû faire quoi, à peine 200 tours. L'autre est classé quand même, enfin, c'est la dernière voiture classée. Maintenant, est-ce qu'il fallait en attendre plus? Je suis pas persuadé, c'est quand même pas une voiture qui a beaucoup de kilomètres. Maintenant, la question, enfin ça, on a déjà évoqué le sujet à plusieurs reprises, c'est est-ce que les équipages seront suffisamment solides pour aller jouer face à la concurrence et est-ce que les moyens, alors je sais que The Art of Racing a des moyens, mais est-ce que les moyens seront mis pour essayer de faire progresser la voiture et est-ce qu'on va pouvoir la faire vraiment progresser? Parce que on revient un peu à l'époque ancienne Glickenhaus, c'est-à-dire sans système hybride. Est-ce que ça va être un désavantage ou pas? On verra par la suite. Mais bon, est-ce que c'est alarmant? On peut pas dire que c'est alarmant parce que c'est une première course, c'est une première sortie. On va voir ce que ça va donner par la suite. Mais bon, pour l'instant, on peut retenir le bruit. Le parallèle avec la M1 m'a fait rire et voilà, ce bruit du V12, c'est vraiment un pied monumental. En toute honnêteté, vous regardez certaines fois sur les chronos en course, et c'était pas ridicule. Honnêtement, c'était pas ridicule. La voiture, elle est nouvelle. La CO et la FIA manquent de données. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, la nouvelle BOP, ça a un objectif de 100% de convergence et je pense qu'il y a honnêtement une bonne seconde et demie encore à aller débloquer dans le potentiel de la voiture. Donc ça, plus la BOP non, si on en prend, si on en tient, si on s'en tient au principe de la BOP, qui va les aider. En fait, encore une fois, si vous me demandez qui est largué, en fait, tout le monde peut être largué, mais comme il y a un principe de 100% de convergence, j'ai envie de vous dire, normalement, dans 3 courses, tout le monde peut gagner. Donc c'est toujours des questions, on en revient un petit peu à ce que disait Lolo au début, c'est des questions qui sont un petit peu curieuses parce qu'il y a un règlement qui est censé permettre à tout le monde de l'emporter, même si vous avez fait une shitbox, comme disent les Anglais. Tu parlais des pilotes, Tom Gamble, dis donc, c'est aussi notre job de dire un petit peu ce qu'on en attend. Tom Gamble, il a fait du très bon boulot. Harry Tincknell, on n'en parle pas, Marco Sorensen, on n'en parle pas, on savait ce qu'il valait. Tom Gamble, il a fait des très belles choses, mais là, il arrive quand même à très haut niveau et il a fait des très beaux chronos. Donc moi, perso, il y a beaucoup de boulot, ça c'est clair. Par contre, l'entame, honnêtement, c'est pas déconnant. Et vous voyez, là, je prends un petit peu, je regarde les 60% de meilleurs tours en course. Toujours à analyser avec des pincettes parce que ça dépend de beaucoup de choses, et notamment les conditions atmosphériques. Mais Tom Gamble, à ce petit jeu-là, il a en 1,43,8. Vous voyez, il devance Maté Jacobsen, Raphaël Marcello, Mike Conway et Neil Jani. Donc, voilà, la voiture, je pense qu'elle a un certain potentiel et voilà, ce sera intéressant maintenant. Attention, voilà, c'est la première course, il ne fallait pas en attendre certainement monts et merveilles. Ils vont encore travailler, il y a encore des séances d'essai. Il y a Sebring qui arrive dans 2 semaines. Ce sera intéressant de voir comment la voiture se comporte sur un circuit aussi bosselé. Je ne dis pas que c'était extraordinaire, mais je ne dis pas non plus que tout était acheté à la poubelle. On peut les remercier sur une chose, c'est qu'ils ont fait une belle voiture qui fait un bruit absolument, qui émet un son absolument incroyable. Et derrière, écoutez, on verra ce que ça donne, mais c'est bien trop tôt encore pour juger le potentiel de cette auto. Mais moi, je pense que Tom Gamble peut être assez rapidement la tête de gondole des Philippines. Ouais, je suis d'accord. C'était déjà en GT. Enfin, moi, j'ai toujours pensé qu'en GT, il était un peu sous-coté, et je pense que ça peut faire quelque chose. Ça peut faire quelque chose de bien. Oui, et puis même quand il est passé, on se souvient, je crois qu'il a gagné le LMS en P3. Et quand il passe en P2, il est loin d'être ridicule, hein. Donc, il est tout jeune, il a du potentiel, et je suis bien d'accord avec toi. Et puis, encore une fois, il ne faut pas oublier que ces hypercars, ce ne sont pas des LMP1. Il y a même des pilotes qui les comparent à des grosses GT. C'est à mi-chemin entre les deux. On a vu plein de super pilotes GT très, très bien se comporter en hypercar. Et moi, j'ai pas trop de doute sur le potentiel de Tom Gamble. Et non, j'attends de voir la suite. J'attends de voir la suite. En tous les cas, voilà, il y a des petits soucis, ont été rencontrés, ils vont être solutionnés. Il ne faut pas oublier que derrière, on a Multimatic, c'est quand même pas n'importe quoi. Pour l'instant, je veux pas tirer de bilan hâtif sur le potentiel de cette Valkyrie. Place au LMGT3, messieurs, avec une victoire, une première pour la Corvette Z06 LMGT3R, une première victoire en WEC pour la voiture américaine confiée à l'équipe britannique TF Sport et l'équipage Ben Keating, Johnny Edgar, Danny Juncadella, un des équipages phares de cette catégorie LMGT3 cette saison en WEC, avec une fin de course très animée entre TF Sport et United, la McLaren numéro 59 de James Cottingham, Sébastien Beau et donc Grégoire Saucy dans le dernier relais. Mais finalement, pour très peu d'écart, 4 dixièmes entre les deux voitures, c'est la Corvette qui s'impose. Laurent, c'est une première victoire pour la voiture américaine, on le dit. C'est la suite de ce qu'on a vu également dans d'autres séries. On a vu la voiture s'imposer en IMSA à Daytona. La voiture avait également fait des belles prestations en fin de saison en WEC. Cette Corvette que certains pilotes avaient décriée en début d'année 2024 poursuit sa progression et prouve son potentiel avec une course en GT qui au final a été presque plus animée qu'en hypercar.
Plus animé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on a pu voir que en fin de course, Grégoire Saucy a beau essayer de mettre la pression sur Daniel Juncadella, ça ne passe pas. Mais bon, comme le disait aussi Thibaut au début, c'est pas un circuit où il est facile de trouver l'ouverture. Mais par contre, on peut quand même souligner, on va dire, le fair play des deux pilotes parce que tout est resté très sport. On n'a pas tenté de s'aborder un petit peu la course des deux dans le final. Pour faire un peu différent de l'hypercar, là, je trouve que bon, tout le monde n'était pas forcément satisfait de la BOP en 2024 en LMGT3. Maintenant, c'était la première année de la catégorie. Il a fallu que tout le monde se mette un petit peu au pas avec les capteurs de couple et tout, les couplemètres. Moi, je trouve que là, cette année, pour la première course de la saison, ça a été quand même nettement plus équilibré parce qu'on a vu des Corvettes devant, on a vu des McLaren devant, on a vu des BMW devant, on a vu la Lexus devant, on a vu les Ferrari devant. On a vu à un moment l'Aston Martin, bon, avec une stratégie un peu décalée, ça a fait quelque chose de bien. Même Racing Spirit of Le Mans, qui est considéré comme une équipe qui débute dans le championnat WEC, que tu vois, marque des points dès la première course, qui est quand même très encourageant, avec un nouvel équipage aussi. Donc, on a vu un petit peu tout le monde, mis à part les Ford, où ça a été un peu plus compliqué, les Porsche aussi et les Mercedes. Surtout, ce que moi, je tiens à souligner, c'est que tout le monde a eu sa chance. Il y en a qui ont fait des erreurs, il y en a qui ont pris des pénalités, il y en a qui ont eu des problèmes techniques. Lexus a perdu une voiture dès le début de course avec une petite cagade de Petru Razvan Umbrarescu. Maintenant, la Lexus, pour avoir encore échangé hier soir avec Jérôme Polican, bah, c'est une belle entame de saison. Alors oui, il a fait plus frais. Je sais que c'est une voiture qui est quand même une voiture d'ancienne génération par rapport aux autres. C'est une voiture qui n'aime pas la chaleur par rapport à notamment la dégradation des pneumatiques. On est allé rouler au Qatar au mois de décembre pour essayer de trouver des solutions. Là, les températures plus fraîches, avec 17 plutôt de température de piste, il a fait plus frais. La Lexus aurait pu l'emporter. Il y a eu une pénalité en fin de course pour les track limits. Et puis, il y a eu aussi une autre pénalité, je crois, pour la puissance qui était un petit peu dépassée. Mais franchement, c'était une belle course en GT3. Je dis pas que ça a éclaté l'hypercar loin de là, hein, mais c'était vraiment une belle course où tout le monde était assez serré. Ça s'est battu pour la victoire, en fait. Ouais, mais tout à fait. Et c'est pas les seuls qui se sont battus pour la victoire. Et tu vois, WRT, la 46, qui était bien à un moment, mais qui a pris quand même des pénalités à répétition pour les track limits aussi. Donc évidemment, elle a chuté au classement, elle termine en dehors des points. Après, on peut me dire, ben ouais, mais c'est un peu la même chose. Porsche a nettement dominé l'année passée et cette année, Porsche est inexistant avec 12e et 13e. Bah, je serais oui, sauf que là, je voudrais pas être médisant, mais je trouve que les équipages chez Porsche sont moins flamboyants que l'année passée. Donc, ceci explique cela et peut-être aussi que chez Ford aussi, c'est peut-être un petit peu. Bon, il y a eu l'incendie quand même de la 77 avec Bernardo Souza qui est limite a été obligé de. Le deuxième en une semaine. Hein. Oui, le deuxième depuis le début du meeting, c'est vrai. Je pense que là aussi, les équipages sont peut-être un petit peu moins tranchants que la concurrence. Et c'est la même chose chez Porsche, hein, je suis désolé, mais on n'est pas du même calibre que l'année passée. Une fois qu'on a dit ça, après, je te dis, tout le monde a eu sa chance. Bon, Mercedes, c'est un peu un cas à part parce que c'était la première. C'est la première d'Iron Lynx avec la Mercedes. C'est la première de Mercedes en WEC. Alors, pas la première des Mercedes avec les couplemètres parce que c'était déjà le cas en 24 heures de Daytona. Donc là, on va laisser un petit peu de temps pour se faire une idée un petit peu plus précise du potentiel des Mercedes. Mais dans l'ensemble, moi, je retiens quand même une très belle course en GT3. Bravo, t'as tout dit. Non, par contre, moi, enfin, par contre, non, c'est totalement dans la lignée de ce que tu as dit. On a un plateau extraordinaire en hypercar qui cannibalise tout. Et moi, ça a été une de mes déceptions en 2024, à savoir qu'on a très peu parlé du GT3. Et cette année, pour diverses raisons, enfin la première course en tous les cas, bah, j'ai trouvé ça super parce que comme tu as dit, pour diverses raisons, il y a les Lexus qui étaient là. On a eu une dernière heure. C'est compliqué de doubler, certes, mais je crois que l'écart à l'amorce de la dernière heure entre Dani Juncadella et Grégoire Saucy, il est de 9 dixièmes, et à la fin, il est de 4 dixièmes, et le spectacle a vraiment été là. En fait, on s'est vraiment régalé en GT3, et je trouve ça bien que la catégorie ait réussi un petit peu à tirer vers elle les projecteurs. Alors, c'était peut-être lié aussi à la domination de Ferrari en hypercar, qui fait qu'il n'y a pas eu trop de suspense dans la catégorie Rennes, je ne sais pas, mais en tous les cas, je trouve que je suis vraiment content de voir que la GT3 a réussi à se faire une place lors de cette manche d'ouverture parce qu'on a eu un très beau spectacle, on a eu des très belles bagarres et à la fin voilà, il y a eu un petit peu tout le monde qui a eu son mot à dire. Je suis ravi pour Acodi CSP parce que c'est pas que c'est compliqué pour eux. Ils ont une voiture qui est vieillissante. On a hâte vraiment que la petite sœur arrive et ils ont réussi à faire le dos rond et aujourd'hui ils en sont récompensés. Même s'il y a eu les conditions, je sais pas, je suis peut-être naïf, mais j'ai la sensation qu'ils ont trouvé un petit truc et que faudra plus compter sur eux cette année. Ça c'est chouette. En tout cas, Ben Barnicot était vraiment très déçu à l'arrivée par cette pénalité qui pour sûr les ASQ du podium et peut-être même à ce qu'il dit
de la victoire. Je me permets juste le seul truc voilà, que je me permets de rajouter, c'est que je suis vraiment totalement d'accord avec toi et je suis content que le LM GT3 ait réussi à se faire un peu une place au soleil malgré toute la place prise par la catégorie hypercar. Bah, la Lexus finit quand même à 2 dixièmes du podium, hein. Donc Oui, c'est c'est sûr pour que ça sans que la le podium était pénalité, de ma faute. sans la pénalité, ça pouvait forcément, ça pouvait gagner. Et, moi, je suis aussi content alors après, on peut dire on est un peu franchouillard, mais que Acodis ASP arrive un petit peu à tirer son épingle du jeu, parce que l'an dernier, on a lu pas mal de critiques par rapport à l'équipe qui arrivait du GT World Challenge, et que tout le monde s'est dit, ouais, enfin, pas tout le monde, mais il y a des gens qui se sont dit, ah, mais attends, là, c'est le WEC, c'est quand même un autre niveau. Bah, je suis désolé, mais Acodis ASP, ça fait partie des équipes de référence. Et si vous pensez que le GT World Challenge c'est un championnat B, c'est que vous ne connaissez rien au sport auto, parce que l'équipe a tout gagné en GT World Challenge Europe, mais là, il faut faire avec la Lexus, qui n'est pas la même Lexus à proprement parler qu'en IMSA. Je pense que l'arrivée de Ben Barnicot, comme c'était le cas l'année dernière au Mans de Jack Hawksworth, ça a fait franchir un cap à l'équipe française. Et je voudrais aussi faire un petit focus sur Finn Gersitz, qui a été franchement très très bon pour ses débuts. C'est pas forcément le pilote le plus connu, c'est pas forcément le pilote qui a le nom le plus facile à écrire sans se tromper au niveau des lettres. Et puis Arnold Robin aussi a été bon il faut, Ouais. franchement très très bon Arnold Robin. Et il faut aussi souligner quand même que tu as des équipes, c'était le cas chez United, où on a fait rouler le pilote bronze pendant 3 heures. Alors ok, c'est pas forcément le circuit le plus éreintant, il faisait pas non plus 40 degrés. Mais on a quelques équipages qui ont roulé comme ça, ou quelques pilotes bronze qui ont roulé 3 heures, qui ont fait tout leur relais enfin, tout leur temps de conduite dès le début de course, sur la première partie de course, et ça, c'était plutôt pas mal. Et voilà, donc je pense que ça laisse présager d'une belle saison. Et non, mais je me répète un peu, mais je suis très, très satisfait de ce que j'ai vu en GT3. Petit ajout, il y a aussi, je pense que le niveau des pilotes bronze a augmenté d'un cran parce qu'il y a des équipes qui se sont rendues compte l'année dernière. Alors oui, on a un Malikin qui est peut-être une exception, mais les Koizumi, je suis désolé, tout ça, ils ont eu un peu de mal. Voilà, le petit bémol chez Acodis ASP, c'est Petru Umbra Rescu, excusez-moi si je le prononce mal. C'est pareil. Pourquoi à ce moment de la course, on tente une telle manœuvre? Hum. C'était inutile. Honnêtement, c'était inutile. Donc voilà, il découvre l'endurance, il a plein de trucs à apprendre, mais c'est très frustrant. Et ça a été pour moi le bémol chez Acodis ASP, ça a été ça. Petru Razvan-Umbrarescu, nous on le connaît avec Pierre plus parce qu'il a roulé en GT3. Ouais, il a roulé chez Jérôme, notamment avec Jules Gounon en sprint. Il a roulé un peu en GT Masters aussi, et en silver, il était certainement un peu, ça faisait pas partie des top drivers en silver. Par contre, maintenant qu'il est passé bronze, ça fait partie du haut du panier en bronze. Bon là, pas de cul, comme tu le dis, il a peut-être pas fait ce qu'il fallait en début de course. Maintenant, il apprend, mais ce sera forcément un équipage et un pilote à surveiller cette année. Et oui, et Porsche qui a dominé, archi dominé avec Mantel l'année passée, bah là, c'est plus la même cette année. Évidemment, il faut aussi chez l'Iron Dame que Célia Martin, bah elle se fasse la main, elle débute, puis remplacer Sarah Bovy, c'est pas quelque chose de facile forcément. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Et même pour la deuxième Porsche, l'équipage, et même s'il y a encore Richard Litz, l'équipage est certainement moins flamboyant que l'année passée. Puis après, bon bah, la déception de la catégorie GT3, c'est pareil, il va falloir leur donner un petit peu de temps, mais c'est Mercedes Aeronix, clairement. Les problèmes techniques sur les voitures. Et voilà, problème technique, il y a eu, voilà, mais globalement, même en qualif, Christian Ried et Schiavoni sont à 3 secondes et 5 secondes de la meilleure, du meilleur temps de qualif qui est de mémoire signé par Darren Lung. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Donc voilà, hein, et encore une fois, il faut que la mayonnaise prenne entre les deux entités. Il y a Mercedes est encore en train de découvrir les torque sensors, les couples mètres, pardon, à la roue. Donc c'est quelque chose qu'il faut gérer, hein, puisque on a déjà vu au 24 heures des Daytona qu'ils avaient ce souci. Et ils ont Donc voilà, marqué c'est les EL1, Thibaut, plus tôt dans la semaine. vrai, c'est vrai aussi, tu fais bien de le dire. Après, il y a eu prologue pour se préparer. Mais voilà, c'est un peu la déception du LMGT3, mais c'est aussi la nouveauté. Il va falloir voir ce que ça donne sur les courses à venir, parce qu'après, les équipages ils sont pas déconnants. J'ai entendu beaucoup de bien de Odenius. Faudra voir ce qu'il donne. Mais si Odenius fait son rôle en tant que silver, avec un Maxime Martin en pro et un Christian Ried en bronze, bon, sur le papier, c'est pas si ridicule que ça, hein. Donc, faudra voir ce que ça donne. Et là, clairement, à Losail, ça a été compliqué. Mais ça reste une belle mise en avant du LMGT3, comme tu l'as rappelé. Voilà. Et ça reste une très belle course en LMGT3. Et moi, je te dis, je le répète encore une fois, mais je suis très satisfait de ce que j'ai vu. Et je pense que si la BOP continue comme ça en LMGT3, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à redire. Et là, franchement, on est plutôt sur une bonne dynamique. Ce qui tranche un peu avec mon discours de l'hypercar, du coup. Mais non, je suis très content.
Bah après, voilà, le système de BOP du MGT3 change aussi. Il y a le Success Handicap qui change aussi. Donc tout ça, ça va aussi beaucoup niveler, à savoir que on va pas se mentir, hein, les meilleures équipes avec les meilleurs équipages, et on a fait un article d'ailleurs durant la semaine sur le fait que la Corvette numéro 33 était certainement la nouvelle terreur de la catégorie, avec un Keating, Edgar, Juncadella. Voilà, c'est quoi la petite question? C'est peut-être Johnny Edgar, hein, en GT. Eh ben, bravo à lui, il a été vraiment top. C'est très très solide, hein. Sur le papier, ça va être très dur à aller chercher. Par contre, il y a encore une fois, là, il y a une BOP qui est uniquement basée sur les 60% de meilleurs tours en course. Donc maintenant, qu'il va prendre en considération les chronos des silver, voire des bronzes, au moment de calculer la BOP. Donc en fait, on peut dire ce qu'on veut, mais en fait, ça balance aussi un peu les pilotes. Sans compter ce nouveau système de Success Ballast qui, là aussi, est fait pour rapprocher les perfs. Bon, voilà, alors on peut dire que ça peut paraître curieux comme système. On est sur une catégorie Pro-Am, la donne est différente, on est sur des voitures qui sont de conception encore plus radicalement opposées peut-être qu'en hypercar, avec du moteur avant, du moteur arrière, on a tout ce qu'il faut. Tout ça pour dire qu'en tous les cas, moi, ça va peut-être être, entre guillemets, presque dur à entendre, mais depuis l'arrivée de la catégorie LMGT3 en WEC au début de la saison 2024, bah, c'est la première fois que je m'y intéresse vraiment. Oh! C'est peut-être lié aussi au fait que la course a été très très dominée par Toyota devant, par Ferrari devant. Mais ouais, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait eu, comme tu l'as si bien dit, Laurent, il y a Corvette qui a été dans le game, il y a McLaren qui était dans le game, Lexus, BM. Enfin, c'était quand même très chouette. Et puis oui, par exemple, tu parlais des pénalités de la 46, mais la pénalité de la 46, elles ont été aussi écopées parce qu'on a eu des duels tellement à des moments parfois intenses, alors que le circuit ne se prête tellement pas au dépassement, que oui, il y a eu des limites de piste, oui, il y a eu. Voilà. Mais je trouve que ça a été, ouais, ça a été chouette à suivre. Et même en début de course avec les bronzes, parce que le niveau, encore une fois, je me répète, le niveau des pilotes bronze, je pense, il a augmenté d'un cran cette année. C'est chouette, c'est pour ça d'avoir vu aussi un Arnold Robin, sans vouloir tomber dans le côté franchouillard, qui a été au niveau. On voit, je pense que Darren Lung, il s'éclate avec la McLaren. Et ça, c'était, voilà, je pense on a eu un beau show, et y compris d'ailleurs avec les pilotes Silver, qui ont été, on parlait de, bah voilà, Johnny Edgar, un Sébastien Beau, voilà, ils ont été aussi, on a eu honnêtement des belles passes d'armes, quels que soient les pilotes au volant, que ce soit les pros, les silver, les bronzes, et même en qualif, le fait que je pense que c'est une bonne chose Oui, le nouveau format. d'avoir scindé la chose et d'avoir, voilà, réservé la qualification de pilote bronze et l'hyperpole aux Au silver. pilotes silver. Donc, alors voilà, il y en a toujours qui vont dire, et je suis d'accord, évidemment, que ce serait encore mieux d'avoir les pros pour le spectacle, parce que voilà, mais bon, mettez-vous à la place des silver et des bronze, hein. Sans eux, c'est eux qui apportent le budget, et sans eux, le programme, il tiendrait pas. Donc bon, on a certains côtés. Vous savez, j'ai même encore entendu ce week-end des gens qui ont le vœu pieux, quand on voit la bataille qu'on a eue en MGT3, de revoir une catégorie 100% réservée aux pilotes pro en GT. Mais bon, en tous les cas, je pense que si on continue à avoir ce spectacle qu'on a eu au Qatar, je pense que ce désir va certainement peut-être s'envoler, parce que si on a ce spectacle, il y a pas de raison que le schéma change. Et encore une fois, on a déjà beaucoup de catégories, allons pas nous en rajouter une autre. Aujourd'hui, le charme de l'endurance depuis tout temps, ça a été aussi de mêler des pilotes pro et des pilotes amateurs. C'est un peu, c'est comme disaient les gens, c'est un petit peu jouer Wimbledon contre Roger Federer ou Roland Garros contre Rafael Nadal. Et l'endurance offre ça. Et je pense qu'il faudra toujours, enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, et Laurent, de par ta sage expérience, tu connais ça encore mieux que nous. Je pense que les amateurs ont aussi leur place dans la discipline. Messieurs, nous avons fait le tour et le bilan, l'analyse, le débriefing de cette première manche du championnat du monde d'endurance 2025, les 1812 km du Qatar, avec, on le rappelle, le triplé des Ferrari en hypercar et la victoire de Corvette et TF Sport en LMGT3. Merci messieurs pour ce bilan complet de cette première épreuve, et on se donne évidemment rendez-vous très vite dans un nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, que ce soit pour suivre le WEC, mais évidemment les autres championnats au menu d'Endurance Info. Merci messieurs et à très vite. Salut à tous. Salut à tous.